Entre mars 1943 et février 1944, 43 agents secrets alliés sont parachutés dans la France occupée par les Allemands. Leur mission, harceler l'ennemi sans relâche. Saboter des infrastructures, commettre des assassinats et semer le chaos. Leur mission est très dangereuse. Mais elle comporte un risque plus grand encore et qu'ils ignorent. Le réseau des résistants a été infiltré par les Allemands. La Gestapo, la police secrète allemande, traque ses membres sans merci. Des centaines de personnes seront fusillées ou pendues dans les camps nazis. Comment le réseau a-t-il pu être infiltré au point de s'effondrer? Les résistants et les agents secrets ont-ils été victimes de leur propre manque de vigilance? C'est la combinaison de la malchance et d'une très mauvaise gestion. Ou bien est-ce la faute de cet homme, Henri d'Héricourt, qui aurait été un agent double? Quand je l'ai vu, je me suis sentie très mal à l'aise. Je sentais qu'il n'était pas digne de confiance. Mais il y a peut-être une autre explication plus sinistre encore. d'Héricourt n'aurait pas trahi les agents secrets au bénéfice des Allemands, mais pour servir les intérêts d'un service secret britannique rival du SOE. Ces agents sont-ils morts parce que ce service rival voulait se débarrasser du SOE? Un de mes collègues m'a raconté avec horreur avoir vu un jour Claude Dancey se frotter les mains en apprenant qu'un réseau du SOE avait été anéanti. Voici l'histoire étrange de Henri d'Héricourt. Un agent double, peut-être même un agent triple. Quel rôle a-t-il joué dans les bévues mortelles commises par les services de renseignement britanniques? Les troupes allemandes font leur entrée dans Paris. Le 14 juin 1940, l'armée d'Hitler atteint Paris. Le gouvernement français a capitulé. Les Français apprennent peu après que leur pays est divisé en deux. Les nazis dirigent le nord. Le régime collaborationniste contrôle le sud. Des milliers de Français fuient l'envahisseur. Certains gagnent les collines et les montagnes pour former des groupes de résistance. D'autres, comme Charles de Gaulle, quittent le pays. La plupart se réfugient en Angleterre. Parmi eux, Henri d'Héricourt. d'Héricourt arrive en Angleterre avec des centaines de réfugiés à bord d'un bateau. Il a profité d'une filière d'évasion organisée par le MI6, les services de renseignement britanniques, aussi connus sous le nom de SIS. d'Héricourt raconte au SIS qu'il a travaillé comme pilote pour Air France. Il affirme aussi qu'en 1936, les services secrets britanniques lui ont proposé de voler pour eux. Mais il s'agit d'un mensonge. d'Héricourt n'a jamais été approché par le SIS. Le SIS décèle rapidement ces fausses affirmations. Mais au lieu de se méfier de d'Héricourt, le SIS le recommande à un autre service secret britannique.
C'est la première d'une série d'interventions mystérieuses de la part du SIS dans le dossier Henri d'Héricourt. Le SIS recommande donc d'Héricourt au SOE. La direction des opérations spéciales est une création de Winston Churchill en personne. Le rôle du SOE est de semer le chaos dans l'Europe occupée par les nazis. Ces agents effectuent des opérations d'espionnage et de sabotage. Ils éliminent aussi des traîtres et des ennemis. Ils doivent mener une guerre secrète au cœur du territoire ennemi. La France est le pays où le SOE organise le plus d'opérations. Alors que la guerre progresse, le SOE crée à travers le pays une série de réseaux clandestins qui comptent des milliers de résistants. Le SOE avait une section pour chaque pays occupé en Europe. Les agents de chaque section devaient connaître le pays concerné, parler la langue locale et avoir des contacts dans le pays occupé et avec le gouvernement en exil, comme il y en avait plusieurs à Londres. La section F, qui chapeaute les opérations effectuées en France, est dirigée par Maurice Buckmaster. Comme nombre de responsables du SOE, Buckmaster doit son poste à son rang social plus qu'à ses aptitudes. Dans sa jeunesse, il a fréquenté le collège UP d'Eton avant de devenir homme d'affaires. Mais il n'est pas particulièrement doué pour diriger des opérations secrètes. Lorsque le SOE a été créé, les responsables recrutèrent uniquement des gens qu'ils avaient fréquentés eux-mêmes à l'école ou à l'université. Il fallait juste s'assurer qu'ils étaient capables de tenir leur langue pour faire de bons agents secrets ou de bons employés dans un service aussi sensible que les renseignements. Buckmaster est rapidement confronté à un problème. Les agents du SOE sont transportés dans le nord de la France par un escadron de Lysander. Mais les Lysander ne peuvent pas se poser n'importe où. Les agents du SOE qui sont déjà en France ont du mal à trouver des terrains d'atterrissage valables. La RAF prévient Buckmaster qu'elle met fin à ces vols, car ils sont trop dangereux. Plusieurs terrains d'atterrissage sélectionnés par les résistants se sont révélés très bosselés ou trop boueux. Ou bien il y avait un arbre au beau milieu de la piste. Il y en avait peu qui convenaient. Alors que Buckmaster est confronté au problème d'atterrissage des Lysander, Henri d'Héricourt surgit au SOE. On m'a informé que d'Héricourt était un des rares Français sachant piloter un avion et qui était donc à même de savoir quel type de terrain il fallait pour atterrir avec un Lysander ou un Hudson. Vera Atkins est l'assistante de Buckmaster. Elle n'apprécie guère d'Héricourt. Tous ceux qui l'avaient vu ne tarissaient pas d'éloges sur lui. On m'a demandé de le recevoir. Quand je l'ai vu, je me suis sentie très mal à l'aise. Je sentais qu'il n'était pas digne de confiance. D'Héricourt a toutefois un atout. Il connaît l'adjoint de Buckmaster, Nicolas Boddington. Ils ont fait connaissance à Paris avant la guerre.
En apprenant que d'Héricourt était à Londres, Boddington a voulu l'engager tout de suite. C'était un bon pilote. Il pouvait rendre de grands services. Son incorporation dans le SOE était donc quasiment automatique. L'homme qui a menti sur sa vie au SIS devient rapidement le responsable des transferts aériens vers le nord de la France. Il est chargé de planifier l'envoi d'agents et de matériel entre l'Angleterre et la France. Il organisera de fait un très grand nombre de missions pour le SOE. Au cours de l'hiver 1942, l'armée d'Hitler commence à subir de sérieuses défaites. L'invasion de Russie est stoppée net. 100 000 soldats allemands sont piégés par l'armée rouge à Stalingrad. Lorsque les plus hauts responsables occidentaux se rencontrent à Casablanca, au Maroc, en janvier 1943, les victoires des Russes créent des tensions parmi les Alliés. Et Joseph Staline fait comprendre qu'il en a assez de combattre seul les nazis. Il demande à la Grande-Bretagne et aux États-Unis d'ouvrir un second front en Europe de l'Ouest. Le fort de Bir Hakeim, le bastion le plus méridional des Britanniques en Afrique du Nord, a été pris par les troupes allemandes. Les Alliés sont bloqués par une guerre féroce contre les Allemands dans le Sahara. Ils ne disposent pas des troupes nécessaires pour ouvrir un deuxième front en Europe. Et ils n'en disposeront pas avant 1944. Churchill et Roosevelt sont conscients qu'ils doivent réagir. Le seul moyen est d'empêcher les troupes allemandes stationnées en Europe de l'Ouest de partir en Russie. Ils mettent au point un plan judicieux de diversion baptisé Cockade. Cette opération simule en réalité un débarquement en France. Pour rendre cette tromperie crédible, le SOE reçoit l'ordre d'intensifier ses opérations dans le nord de la France. Il faut faire croire que le débarquement aura bien lieu et qu'il est prévu pour novembre 1943. Le SOE largue de plus en plus d'armes et de matériel en France. Un des principaux destinataires du SOE est le réseau Prosper. Ce réseau de résistance a été créé en 1942. Il relie alors des centaines de cellules de résistants. Avec 1500 membres, c'est un des plus grands réseaux en France. Le réseau Prosper est dirigé par Francis Sutil, dont le nom de guerre est Prosper. Il utilise la perspective du second front pour galvaniser ses troupes. Parmi ces hommes, Jacques Bureau. Quand Prosper est arrivé, on a eu l'impression qu'enfin, on allait être utile à quelque chose. Et puis ça n'était pas non plus pour nous déplaire. Quand je dis nous, je pense que je n'étais pas le seul. D'ailleurs, je l'ai appris ensuite. Beaucoup de gens raisonnaient comme moi dans le réseau. On était très heureux d'apprendre qu'enfin on avait un but. On ne travaillait pas pour faire de la résistance, parce que ça ne voulait pas dire grand-chose. On travaillait pour un objet, pour une date, pour une fonction, pour un but militaire qui était le débarquement. Henri d'Héricourt, responsable des vols du SOE, va se révéler crucial pour assurer le succès de la nouvelle mission assignée au réseau Prosper par le SOE.
Au mois de janvier, la section F parachute d'Héricourt dans le nord de la France pour choisir des terrains d'atterrissage. d'Héricourt se rend à Paris, d'où il organise la venue des agents alliés en France ou leur départ du pays. Il y avait 2 ou 3 cafés à Paris où il suffisait de donner un mot de passe au barman pour entrer en contact avec d'Héricourt. Ce dernier mettait l'agent à l'épreuve à travers une série de mots de passe. Une fois que d'Héricourt était sûr qu'il s'agissait d'un agent de la section F, il lui donnait rendez-vous tel jour à telle gare. En quelques semaines seulement, d'Héricourt fait transporter 22 agents qui arrivent sains et saufs à destination. Grâce à d'Héricourt, le réseau Prosper prend de l'ampleur. Il possède des dizaines de caches et 33 terrains de largage. Il recevra 254 conteneurs de matériel. Le réseau effectue 63 opérations de sabotage. Il fait dérailler des trains. Il tue 43 Allemands et en blesse 110 autres. Ce harcèlement attire inévitablement l'attention des Allemands. Il fouille les campagnes à la recherche des agents du réseau Prosper. Nous étions inquiets de voir la courbe de l'activité monter et monter, et les risques monter, je dirais, beaucoup plus fort encore que l'activité, car à ce moment-là, les règles de sécurité sont souvent un peu négligées. Mais la vigilance des Allemands trouble les opérations d'un autre service de renseignement britannique, le SIS. Depuis son QG à Londres, le SIS organise aussi des missions d'espionnage en France. Mais la nature de ces missions diffère de celle du SOE. Alors que le SOE crée le chaos, le SIS opère dans le plus grand secret. Son rôle est de récolter des informations sur le mouvement des troupes et le nombre de soldats ennemis. Ces Allemands qui fouinent partout à la recherche d'espions gênent considérablement le travail des agents du SIS. Le SIS était ulcéré par l'existence du SOE pour une raison professionnelle des plus évidentes. Les agents du SOE provoquaient tellement de chaos qu'ils attiraient inévitablement l'attention de la police allemande, ce qui augmentait les risques pour les agents du SIS se trouvant à proximité du lieu d'opération. Les activités du réseau Prosper agacent surtout un haut responsable du SIS. La section française du SIS était dirigée par un homme très puissant, qui était aussi le chef en second des services secrets. Il s'agissait du colonel Claude Dansey. Dansey était totalement hostile à la subversion parce qu'il estimait que ça interférait avec les services de renseignement. Et pour une raison ou pour une autre, il était très hostile envers les Français. Un événement rapproche d'Héricourt et le SIS pour la première fois depuis 1940. Un Lysander manque de s'écraser en atterrissant en France. Un de mes pilotes a heurté un petit arbre juste avant de toucher la piste.
Je me suis dit que Déricourt avait dû poser une balise trop près de l'arbre. Je l'ai donc fait revenir en Angleterre pour l'engueuler. Je me disais aussi qu'il fallait peut-être lui accorder un peu de repos, qu'il commençait peut-être à souffrir de la fatigue. C'était en avril 1943. Déricourt est convoqué au QG du SOE pour s'expliquer sur cet incident. Au cours de ce séjour à Londres, Déricourt a aussi un rendez-vous avec le SIS. Le pilote français révèle quelque chose qui aurait dû horrifier le SIS. Cet homme qui jouit de la confiance du SOE avoue avoir des contacts avec la Gestapo, la police secrète allemande. De plus, ce lien date d'avant la guerre, à Paris. Déricourt n'y a pas seulement fait la connaissance de Nicolas Boddington, il a aussi fait la connaissance de Karl Bömmelberg. Bömmelberg est le chef du contre-espionnage de la Gestapo à Paris. Il utilise Déricourt de façon intelligente. Déricourt transmet à Bömmelberg les horaires et les destinations de ses vols. Bömmelberg contacte alors la Luftwaffe pour s'assurer que l'avion de Déricourt ne sera pas attaqué. Et plutôt que d'arrêter les agents britanniques à leur arrivée en France, Bömmelberg les fait suivre. L'officier allemand récolte ainsi de précieux renseignements sur le réseau Prosper. Quant à Déricourt, il peut ainsi prétendre n'avoir jamais fait arrêter un agent. Déricourt est aussi chargé d'apporter au QG du SOE à Londres le courrier venant de France. Avant de décoller, il se rend dans cet immeuble de l'avenue Foch qui abrite le QG de Bömmelberg. Ce courrier est une mine d'or pour les Allemands. Il contient des informations trop longues pour être envoyées par Morse. Et même des descriptions et des plans d'objectifs à saboter. Le réseau Prosper est donc gravement menacé par la Gestapo. Le SIS devrait prévenir le SOE, mais ses chefs n'en font rien. En revanche, ils ordonnent à Déricourt de reprendre contact avec la Gestapo et de les maintenir informés. Déricourt organise les vols vers et depuis la France pour le compte du SOE. Il refile aux Allemands des informations sur le SOE et il transmet un rapport sur les Allemands au SIS. Il devient ainsi agent triple. Faute de connaître la situation de Déricourt, le SOE le renvoie en France pour poursuivre son travail. Le 16 juin 1943, un autre Lysander se pose en France. À bord, 4 agents du SOE qui doivent contribuer à intensifier les sabotages dans le cadre de l'opération Cockade. Les agents sont accueillis par Henri Déricourt. Parmi eux, 7 jeunes femmes. Nom de code Madeleine. Nour Inayat Khan a 29 ans. Nour Inayat Khan était une descendante directe du sultan de Tipou de Mysore qui avait été une terrible épine dans le pied de la Compagnie des Indes orientales à la fin du XVIIIe siècle. C'était une princesse indienne. Nour a été élevée à Paris avant de fuir en Angleterre au début de la guerre
comme l'avait fait Henri d'Héricourt. Elle se porte volontaire pour servir dans la force féminine auxiliaire de l'aviation. Comme elle parle couramment français, elle attire l'attention du SOE. Elle a été convoquée pour une entrevue et elle a été engagée par la section F du SOE qui manquait d'opérateurs radio. Essayez de vous concentrer. Essayez d'atteindre plus de 18 signaux par seconde. Elle a suivi tout le processus de formation. Elle n'excellait pas en tout. On disait même qu'elle ne brillait pas par son intelligence. Buckmaster a écrit dans la marge « On ne veut pas d'agents qui débordent d'intelligence ». Nour effectue une formation intensive très courte, après laquelle les chefs du SOE la considèrent apte à être envoyée en France. Ses instructeurs estiment toutefois qu'elle n'est pas faite pour ce boulot. Ils ont commis une très grosse bourde. Elle n'était pas du tout faite pour mener un combat dans la clandestinité. Après avoir été accueillie par d'Héricourt à son arrivée en France, Nour se rend à Paris, à un lieu de rendez-vous convenu à l'avance. Sur place, elle fait la connaissance du chef du réseau Prosper, Francis Sutil. Quelques jours après son installation à Paris, elle transmet un premier message à Londres. Les débuts de Nour sont encourageants, mais quelques semaines plus tard, le réseau Prosper s'effondre. Le 21 juin, Bummelberg frappe un grand coup. Deux agents canadiens sont arrêtés. Dans le coffre de leur voiture, il y a une radio et plusieurs messages non codés destinés à des membres du réseau Prosper. Et la boîte à gants contient les adresses de 3 autres membres de la résistance. Quelques jours plus tard, ces agents sont arrêtés à leur tour. Le lendemain, Francis Sutil, le chef du réseau Prosper, est capturé par les hommes de Bummelberg. Gilbert Norman, un autre opérateur radio du SOE, est arrêté avec son émetteur-récepteur. Les Allemands utilisent cette radio pour contacter Londres en se faisant passer pour Norman. Mais leur message est transmis sans le code personnel de Norman. Ce code secret doit être introduit dans tous les messages envoyés par les agents afin de signaler que tout va bien. Et l'incroyable se produit. La section F du SOE ne réagit pas à l'absence du code de sécurité. Pire encore, Buckmaster répond en intimant l'ordre à Norman de ne pas oublier son code de sécurité dans son prochain message. Le SOE se rend seulement compte que le réseau Prosper est en péril après avoir reçu un message de Nour Inayat Khan. « 400 membres du réseau Prosper sont arrêtés. Le réseau est anéanti. Le sort qui leur est réservé sera révélé après la guerre. À la mi-juillet, Nour Inayat Khan est le seul opérateur radio de la SOE à Paris. Maurice Buckmaster, le chef de la section F, ordonne à Nour de rentrer en Grande-Bretagne. Mais elle refuse. Alors qu'il sait que le réseau Prosper est en péril, Buckmaster accepte la décision de Nour. La jeune femme vient de sceller son sort.
Le 22 juillet, la section F envoie 2 hommes en France pour découvrir si le réseau Prosper peut encore être sauvé. L'un d'eux n'est autre que Nicolas Boddington, l'adjoint de Buckmaster et l'ami de Déricourt. Le second est un opérateur radio, Jack Agazarian. Cette nuit-là, Henri Déricourt les accueille à leur descente de l'Hudson qui vient de s'opposer. Boddington et Agazarian se rendent à Paris. Depuis une planque sûre, ils envoient des messages à d'autres radios censées opérer dans la capitale française. Le 29 juillet, ils obtiennent enfin une réponse. Mais le message provient de la radio de Gilbert Norman. Boddington et Agazarian savent que Norman ne transmet plus de messages avec son code de sécurité. Est-il toujours libre mais en fuite? Ou s'agit-il d'un piège? Ils prennent une décision irresponsable. L'un d'eux ira à sa rencontre. Mais lequel des deux? Il lance une pièce de monnaie. Agazarian perd. Le lendemain, il se rend au rendez-vous. Il n'en revient pas. Boddington contacte alors Déricourt pour qu'il arrange son retour en Angleterre. Déricourt révèle à Boddington qu'il s'est arrangé avec la Luftwaffe pour qu'elle n'attaque pas l'appareil qui le ramènera à Londres. C'est la première fois qu'un membre du SOE apprend que Déricourt a des contacts avec les Allemands. Boddington semble toutefois ne pas se soucier des conséquences de ces contacts. La nuit du 17 août, Boddington retourne en Grande-Bretagne à bord d'un Lysander. Arrivé à Londres, Boddington révèle à Buckmaster que Déricourt a des contacts dans la Luftwaffe. Il ajoute toutefois que si le réseau Prosper s'est effondré, ce n'est pas à cause de Déricourt. Buckmaster fait entièrement confiance au jugement de Boddington. 14 ans plus tard, Buckmaster répond aux questions de John Freeman à la BBC. Colonel Buckmaster, you've remained silent for a very long time about the charges which have been made against. Freeman parle de Déricourt sous le nom de Gilbert et de Boddington sous celui de commandant X. First of all, when Major X returned to London in August 1943, did he tell you what he'd found out about Gilbert and what he'd told Gilbert? Yes, he told us that Gilbert had contacts with the Germans. That was regarded as being possibly a useful thing. So you at that stage approved? At that stage. Le 13 octobre, la Gestapo finit par capturer Nour Inayat Khan. L'histoire de son arrestation prouve son manque flagrant d'expérience. Les Allemands ont simplement envoyé un caporal dans sa chambre. Et dans la table de nuit, il a trouvé un cahier dans lequel elle avait retranscrit tous les messages qu'elle avait envoyés à Londres. En clair sur une page et encodé sur l'autre. Hans Kiefer, l'adjoint de Bömelberg, commence le Funkspiel, le jeu radio. Les Allemands utilisent la radio de Nour pour envoyer de faux messages au QG du SOE à Londres. Forcée d'envoyer elle-même des messages, Nour essaie de mettre Londres en garde.
Son premier message dit « Madeleine est à l'hôpital ». Ce message signifie que l'agent est capturé ou en très grand danger. Une fois de plus, Maurice Buckmaster, le chef de la section F, ignore la mise en garde. Deux semaines plus tard, la section F reçoit de plus en plus de messages de la radio de Nour. Et aucun d'eux ne contient le code de sécurité de Nour. Buckmaster ignore une fois de plus ce détail crucial. Les conséquences seront catastrophiques. Buckmaster a dit qu'il ne croyait pas qu'il y avait un problème. Il trouvait les messages authentiques. Et la section F a continué à envoyer des messages ainsi que des agents. Le SOE a envoyé 3 de ses meilleurs agents et ils ont été cueillis par la Gestapo dès qu'ils ont touché le sol. Un désastre. Lorsque le SOE à Londres consent enfin à regarder la vérité en face, le colonel Gordon Gubbins, responsable du SOE, ordonne une enquête. Le SOE a-t-il fait preuve d'incompétence? Ou bien le réseau Prosper et le QG du SOE ont-ils été infiltrés par des agents allemands? L'enquête révèle un détail qui trouble Gubbins. Déricourt a des contacts avec le SIS. C'est la première fois que le SOE en entend parler. Gubbins va aussitôt voir Claude Dancey, chef de la section française du SIS. Il veut connaître la nature des rapports du SIS avec Déricourt. Dancey refuse de répondre. Quand il apparaît que Gubbins risque de révéler la couverture de son agent, Dancey le fait retirer de France. Il avoue aussi à Buckmaster que ça fait des mois qu'il sait que Déricourt a des contacts avec la Gestapo. Le 8 février 1944, Déricourt et son épouse quittent la France pour l'Angleterre. Dès son arrivée, Buckmaster le convoque dans son bureau. Hugh Verity, colonel de l'armée de l'air, participe à la rencontre. On était tous les trois assis dans des fauteuils confortables. Après avoir papoté un peu, Maurice Buckmaster a accusé Déricourt de travailler pour les Allemands à Paris. J'ai été stupéfait par l'absence de réaction de Déricourt. Ça ne l'a pas du tout déstabilisé. Il s'est contenté d'expliquer que pour faire son travail pour la section F, il était essentiel qu'il soit en bon terme avec les autorités allemandes à Paris et qu'il leur livrait en fait des oranges achetées au marché noir. Buckmaster retourne voir Dancey pour obtenir plus d'informations sur les liens entre Déricourt et la Gestapo. Mais le SIS refuse de révéler quoi que ce soit au SOE. Le SOE est obligé de conclure que Déricourt n'a rien fait de mal. Il ne sera donc pas inquiété. Mais le SOE arrête sa collaboration avec lui. À la fin de la guerre, Déricourt retourne en France. Il reprend son ancien métier de pilote. Après la victoire en Europe, la France fait la chasse aux collaborateurs. Des centaines d'hommes et de femmes sont arrêtés.
Une enquête approfondie est menée sur les causes de l'effondrement du réseau Prosper et sur le rôle de d'Héricourt dans cette affaire. En novembre 1946, Henri d'Héricourt est arrêté par les autorités françaises. Il est accusé d'avoir fait de l'espionnage en faveur des Allemands. Le 7 juin 1948, le tribunal militaire rend son verdict. La défense de d'Héricourt repose sur deux faits majeurs. Aucune arrestation des agents par les Allemands ne peut lui être imputée, et les 110 agents dont il a organisé le transport en avion sont arrivés sains et saufs à destination. Le témoin clé à ce procès n'est autre que le numéro 2 de la section F, l'ancien ami de d'Héricourt, Nicolas Boddington. Boddington ne vient pas témoigner contre d'Héricourt, mais en sa faveur. Devant les juges, il assume l'entière responsabilité des missions effectuées par d'Héricourt. À la fin du procès, d'Héricourt est acquitté et est même acclamé comme un héros de la résistance. Il quitte le tribunal en homme libre. Quelle est la vérité sur d'Héricourt et le réseau Prosper? Première option, d'Héricourt dit l'entière vérité. Grâce à ses contacts avec les Allemands, il a réussi à transporter des agents vers et depuis la France sans qu'ils soient menacés. Et il n'a jamais trahi un agent. Si c'est vrai, l'effondrement du réseau Prosper est imputable à l'incompétence de la section F du SOE. Il apparaît clairement que certains responsables du SOE n'avaient pas les compétences requises pour ce type de travail. Il suffit de se souvenir de ce que Buckmaster avait écrit concernant Nour Inayat, qu'il ne voulait pas d'agents trop doués intellectuellement. Eh bien, lui-même n'était pas très futé. Il était loin d'être aussi intelligent que les ennemis qu'il combattait. Il semble toutefois impossible que les bourdes commises par Buckmaster et le SOE soient la seule cause de cette débâcle. d'Héricourt a transmis des informations à la Gestapo en permettant à Karl Bömmelberg de lire le courrier destiné au SOE. Il est donc hautement probable que l'indiscrétion de d'Héricourt ait porté préjudice au réseau Prosper. Dans ce cas, Buckmaster et Boddington se sont rendus coupables d'une autre forme d'incompétence. Ils savaient que d'Héricourt avait des contacts avec la Luftwaffe. Ce seul fait aurait dû les alerter. Mais ce ne fut pas du tout le cas. Au cours de l'émission télé de 1958, John Freeman a posé des questions plus directes à Buckmaster. d'Héricourt est désigné sous le nom de Gilbert. Well, now, if you knew that Gilbert was a double agent, which you seem to have done in August 1943, weren't you taking a terrible risk with the lives of your own people? Because, after all, double agents have to give some value to both sides, and you did, in fact, have very heavy casualties in your section during the time that Gilbert was your air movement officer. Yes, but but when Gilbert was doing this operation, he carried out a whole series of operations perfectly successfully and satisfactorily, which indicated that he was doing a job which couldn't in fact be done by anybody else. It's still true that your major network was captured at that time, wasn't it? One of the major networks, yes. Même si le SOE a fait preuve d'incompétence, il y a un service secret britannique qui savait depuis longtemps que d'Héricourt fréquentait les Allemands. Le SIS. En 1940, le SIS a découvert que le curriculum vitae présenté par d'Héricourt était faux. Pourtant, il a recommandé d'Héricourt au SOE sans divulguer cette information.
Le SIS savait au moins depuis avril 1943 que Déricourt avait aussi des contacts avec la Gestapo. Une fois de plus, le SIS n'a pas prévenu le SOE. Pourquoi les membres du SIS ont-ils omis de prévenir leurs collègues du SOE? Il y avait une grande rivalité entre ces deux services. Danzé et le SIS se considéraient comme de véritables professionnels. Pour eux, les membres du SOE étaient des amateurs. Danzé a toujours eu une dent contre le SOE. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Quelle que soit la raison, il parlait toujours des gars de la Baker Street, ou bien ses amateurs. Il était toujours extrêmement méprisant et insultant envers eux. Danzé a certainement eu peur quand le réseau Prosper a intensifié ses actions dans le cadre de l'opération Cockade. Les actes de sabotage du SOE, couplés aux représailles allemandes, mettaient en péril l'action des agents secrets du SIS. Le SIS a-t-il laissé Déricourt trahir le SOE, afin d'écarter ce rival gênant, tout en profitant des renseignements fournis par Déricourt sur la Gestapo? Cela semble inouï. Ça n'a pas de sens de prétendre que Déricourt était un agent double introduit par le SIS au SOE. C'est absurde parce que le SIS n'avait nullement besoin d'un espion au SOE. Claude Danzé, le numéro 2 du SIS, avait son propre bureau au SOE. Il lisait tous les messages que les agents du SOE envoyaient. Le SIS n'avait donc pas besoin d'un espion au SOE. En public, Buckmaster rejette l'idée que le SIS voulait l'écarter. Is it possible, a quite different question, that your own rather amateur organization was in fact penetrated, not by Germans, but by a more professional British intelligence setup, and that your agents, without your knowledge, were being fed like tethered goats to the Germans in order to distract the German attention from the activities of the British espionage network? That's quite a ridiculous allegation to make. Perfectly absurd. Well, I'd like to expand that, Please. if I may. To begin with, SOE was neither more nor less amateur than any other branch of the service. There are amateurs in every part of the service. The regular army is only a part of the forces which are engaged in war. The SAS was composed very largely of amateurs. I don't think they can be blamed for doing their job, and if we hadn't had amateurs, we shouldn't have had call on that extraordinarily wide variety of knowledge on a number of subjects, which was one of the great strengths of SOE as it was constituted. I accept all that, but I repeat, you find my suggestion absurd. I find your suggestion that another British organisation used us as stool pigeons for something else quite ridiculous and untrue. L'idée selon laquelle Danzé aurait laissé Déricourt trahir le SOE n'est pas aussi absurde que cela. Après la guerre, le secrétaire particulier de Danzé a appris une histoire troublante. Un de mes collègues qui travaillait au SIS m'a raconté qu'un jour que Danzé se frottait les mains avec un grand sourire aux lèvres, il avait cru qu'il venait d'infliger une défaite aux Allemands. Or, il fut horrifié en apprenant que Danzé se réjouissait parce qu'un des réseaux du SOE s'était effondré. La joie de Danzé est-elle celle d'un homme ayant toujours rêvé de faire tomber le SOE? Déricourt travaillait-il contre le SOE en faveur des Allemands et du SIS? Un homme aurait pu répondre à cette question. Henri Déricourt en personne. Le 20 novembre 1962, un avion piloté par Déricourt s'écrase au Laos. Tous les occupants sont brûlés et non identifiables. La cause de l'accident est inconnue. Henri Déricourt emporte ainsi dans la tombe le secret de son rôle dans la chute du réseau Prosper.
Les conséquences de l'effondrement du réseau Prosper et le rôle joué par d'Héricourt se mesurent en nombre de vies perdues. En avril 1945, les Alliés libèrent les camps de concentration. Le sort des victimes du réseau Prosper éclate au grand jour. Des dizaines de membres du réseau, dont Francis Sutil, Gilbert Norman et Jack Agazarian, ont été envoyés dans des camps de concentration et exécutés. « 400 membres du réseau Prosper ont été arrêtés par les Allemands. Beaucoup ont été horriblement torturés avant d'être exécutés. Nour Inayat Khan connaîtra une fin atroce. Après avoir été battue et avant d'être tuée d'une balle, elle trouvera la force de dire « Liberté ». Pour sa bravoure, Nour Inayat Khan recevra à titre posthume la Croix de guerre et la Croix de Georges.